Chapitre 11. Contre la mousson. Nous partîmes le soir même pour Hong Kong. Le lendemain, le bateau affronta une mer agitée et des vents violents. Vers midi, presque tous les passagers avaient disparu. La houle avait grossi et le cuisinier prit congé. Il y avait une discussion parmi les gens restés sur le pont. Pendant le dîner, l'officier en chef s'amusa à rapporter dans le menu détail les infortunes des passagers atteints d'un mal calamiteux qui gagnait à présent notre capitaine. J'essayai de ne pas trop y prêter attention, mais je ne pus m'empêcher de l'écouter, parce qu'il avait l'art de conter des anecdotes. Mais l'un de ces récits me fit bondir sur mes pieds et courir vers le pont à la recherche d'air frais. Mon ami le docteur, qui était assis en face de moi, se leva au même instant et me suivit à l'extérieur. Je réussis à surmonter mon malaise, contrairement à lui qui s'épancha par-dessus la rambarde. Quand je retournai à table, l'officier en chef avait disparu à son tour. Un peu plus tard, je le vis pâle comme un linge. Il m'avoua avec contrition que ses plaisanteries si réalistes l'avaient rendu malade. Pendant tout le temps que dura le grain, le médecin m'implora « Ne commencez pas à être malade, sinon je vais être obligé de l'être moi aussi. » La terrible agitation qui secouait l'océan pendant la mousson fut l'une des plus belles choses qu'il m'ait été donné de voir. Je pouvais rester des heures, le souffle coupé, à observer la proue du bateau portée haut dans les airs par une énorme vague, puis retomber lourdement comme pour nous entraîner au fond des abysses. Ceux qui ne cachaient pas leur mal de mer venaient s'allonger sur le pont à la recherche d'un peu de fraîcheur. Mais la houle avait beau être effroyable, l'air demeurait lourd, et j'avais parfois moi-même l'impression d'étouffer. Un monsieur qui s'était montré bien trop prévoyant et insistant envers moi fut lui aussi très secoué. Je n'étais pas mécontente d'apprendre cela, même si je me sentis un peu coupable devant son visage blême et ses gémissements. Mais, aussi cruel que cela puisse paraître, pas une seule fois je ne le plaignis. Certains hommes se plaisaient à lui jouer de mauvais tours. Quand j'allais m'asseoir sur le pont, ils ôtaient toutes les autres chaises libres, ce qui n'empêchait pas l'homme de s'installer à mes pieds. Enroulé dans sa couverture, il restait immobile, dans un état déplorable, sans me quitter des yeux. On pourrait croire que je ne m'amuse pas, mais détrompez-vous, je passe du bon temps, me dit-il un jour d'une voix plaintive. Une autre fois, il déclara, sans aucun amour-propre, « Vous ne savez pas encore à quel point je suis beau. Restez un peu plus longtemps à Hong Kong, et en moins d'une semaine, vous verrez comme je suis joli garçon. » « Oh, je crois qu'il me faudrait au moins 6 semaines, » répliquai-je froidement. Finalement, quelqu'un lui raconta que j'étais fiancée à l'officier en chef, lequel se montrait assez possessif. Mais cela ne calma pas les ardeurs de mon prétendant. Un soir d'orage, il me trouva sur le pont et se jeta une nouvelle fois à mes pieds. En s'agrippant au bras de ma chaise, il me parla fiévreusement. « Pensez-vous que la vie vaille la peine d'être vécue ?»« Oui, je le crois, » lui répondis-je en toute sincérité. « Rien ne me rend plus triste que de songer à la mort. »« Non, vous ne saisissez pas. Si vous compreniez, vous ne diriez pas ça. Je pourrais vous prendre dans mes bras et nous envoyer par-dessus bord, et avant que les autres se rendent compte de quoi que ce soit, nous aurions enfin la paix, » lança-t-il avec passion. « Ne dites pas ça, je ne pense pas vraiment être en paix au fond de... Mais si, attendez, je vais vous montrer, je vais vous le prouver. La noyade est comme un long voyage, c'est comme glisser dans un doux sommeil. »« Vraiment ?» fis-je en feignant l'enthousiasme. J'hésitais à me lever, craignant que le moindre mouvement m'envoie au fond de l'océan. « Dites-m'en plus, je veux tout savoir, » continuai-je. Un frisson me parcourut l'échine. J'étais seule sur le pont d'un bateau avec un véritable fou. Alors que le dément développait ses élucubrations, j'aperçus l'officier en chef marcher dans notre direction. Je n'osais l'appeler ni lui adresser un sourire de peur que mon prétendant le remarque. L'officier risquait pourtant de s'éloigner, mais non, il me vit et dans le but de se moquer une nouvelle fois de cet indéfectible amoureux, il s'approcha sur la pointe des pieds et lui donna une grande claque dans le dos. « Eh bien, quelle belle scène d'amour vous faites là ! Venez !» lui lançai-je vivement en l'entraînant avant que le fou puisse réagir. L'officier, croyant toujours s'amuser, prit ma main et nous descendîmes du pont. Lorsque je racontai au capitaine et à lui les faits glaçants dont j'avais été victime, ils voulurent mettre l'homme au fer, mais je les suppliai qu'on lui laissât sa liberté. En revanche, je pris garde à ne plus jamais me trouver seule en sa compagnie. New York World, 19 décembre 1889. Nellie Bly est dans les temps. Elle est arrivée à Singapour hier et est en route pour Hong Kong. En 34 jours, elle a parcouru la moitié du monde. Nous avons reçu hier des nouvelles de notre globe-trotteuse. Elle sera à Hong Kong la veille de Noël, 4 jours avant de reprendre la mer.
Nelly Bly était hier à Singapour. Aujourd'hui, elle vogue en mer de Chine, en route pour Hong Kong, où elle est attendue le 24 décembre. Jusqu'ici, tout va bien. Elle peut sûrement être retardée de 4 jours en parcourant les 1850 kilomètres entre Singapour et le port chinois, ce qui lui laisse 10 jours pour arriver à destination. 185 kilomètres par jour, c'est ce qui s'appelle les lenteurs du progrès. Les conditions météorologiques sont difficiles en mer de Chine à cette époque de l'année, raison pour laquelle elle aurait grandement besoin de cette marge de manœuvre. En ce moment même, des bateaux naviguant dans cette région du monde ne cessent d'être retardés à cause des intempéries. Gageons que la bonne étoile de cette jeune femme courageuse sera plus forte que la mousson et les terribles typhons. Une nuit pendant la mousson, une terrible vague recouvrit totalement le bateau, et je trouvai ma cabine inondée. Ma couchette, fort heureusement, fut épargnée. Il m'était impossible de sortir de la chambre par le pont inférieur, car je ne pouvais discerner le pont recouvert d'eau des flots en furie. Je me recroquevillai sur ma couchette en songeant avec terreur et résignation que ma dernière heure était venue, que le bateau s'abîmerait dans la mer. Mais d'un autre côté, pensai-je presque aussitôt, si nous coulions, personne ne pourrait dire si j'étais oui ou non en mesure de faire le tour du monde en 75 jours. Je trouvai quelque réconfort dans cette pensée, convaincu que j'étais alors de ne pas venir à bout de mon aventure en moins de 100 jours. Je me serais soucié de ce qui allait m'arriver, n'avais-je été une grande fataliste. Si ce bateau doit sombrer, je paniquerai au dernier moment. S'inquiéter ne changera rien au cours de l'histoire, et si finalement nous ne coulons pas, alors je ferais mieux de ne pas gâcher ma nuit. C'est ainsi que je me rendormis promptement et profondément. Au petit matin, le bateau poursuivait sa route à travers une mer très agitée. Le pont était trempé, mais dégagé. En sortant de ma cabine, j'aperçus mon joyeux ami irlandais, que j'aimais beaucoup, qui s'étirait de manière alanguie sur une chaise. Sur ses accoudoirs, une bouteille de champagne et un verre. Cette nuit, à chaque tangage du bateau, il s'était promis de débarquer à Hong Kong et de rentrer chez lui par le continent. « Ah, vous auriez dû voir mon compagnon de cabine hier soir !» me lança-t-il alors que je m'assis à ses côtés. L'homme dont il parlait était cet Anglais très brillant qui ne cachait pas son aversion pour les femmes. Bien entendu, nous ne loupions pas une occasion de nous moquer de lui. Quand notre cabine s'est remplie d'eau, il s'est levé, a enfilé son gilet de sauvetage et a commencé à écoper avec sa boîte à cigares. Je ris tant que mes côtes me firent mal quand j'imaginai cet homme rondouillard, engoncé dans ce grand gilet de sauvetage et tenant à la main ce minuscule contenant rempli d'eau. Même celui-ci était investi d'une sainte mission dans le tableau que je m'en faisais. Je m'essuyais encore les yeux quand le fameux Anglais vint à notre rencontre et en nous entendant nous esclaffer déclara « Alors que j'écopais l'eau de la cabine, le genou, ainsi que nous appelions mon ami irlandais, est resté tout le temps sur la couchette supérieure à marmonner des prières. Il était persuadé que nous allions couler et je n'arrivais pas à le faire descendre pour m'aider. Prier, c'est tout ce qu'il savait faire. » Le genou rétorqua. « Ah, je ne voulais en aucun cas passer le reste de la nuit avec mon pyjama mouillé. » Après quoi, l'Anglais battit en retraite. Un peu plus tard, le roulis devint effroyable. J'étais assise sur le pont lorsque tout d'un coup le bateau piqua droit de la proue comme un wagon dans une ornière. Je fus éjectée de ma chaise et volée jusqu'à l'autre bout du pont. Un jeune homme se précipita pour me relever, mais le bateau repartit en arrière, plus encore à la verticale. Je volai de nouveau vers ma chaise, et fort heureusement, j'agrippai au passage une rampe qui m'empêcha de me rompre le cou. Sans elle, j'aurais été projetée dans les cieux jusqu'au salon situé sur le pont inférieur. Toujours accroché à la rampe, je vis que l'homme venu à ma rescousse était à présent adossé à un mur, les pieds en l'air. Cette vision absurde me fit d'abord pouffer, mais il restait immobile, aussi j'accourus à ses côtés, mon rire devenant de plus en plus nerveux. Je découvris qu'il saignait abondamment du nez, et le tableau me parut encore plus grotesque. Je l'aidai à s'asseoir sur une chaise, puis courus chercher le médecin, riant toujours compulsivement. L'homme avait le nez cassé et son visage en garderait les stigmates. Même mes compagnons gloussèrent lorsque je leur racontai l'accident, et bien que je fus attristée pour lui, je pouffai chaque fois que j'essayais de lui exprimer ma gratitude. Les passagers du bateau étaient tous assez particuliers. C'est un trait de caractère que j'apprécie chez les gens. Un jour, en parlant du bateau, je déclarai « Tout est bien mieux que sur le Victoria. La cuisine est bonne, les passagers sont raffinés, les officiers sont polis, et le bateau est confortable. » Quand j'eus terminé,
Une jeune mariée qui nous avait intrigués pendant la traversée se tourna vers moi et ajouta: C'est exact, tout est parfait, mais il faut avouer que ces gilets de sauvetage sont peu commodes pour dormir. Un silence surpris s'installa, puis le salon retentit d'un grand rire sonore. La mariée nous expliqua que depuis le début de leur voyage de noces, son époux et elle avaient enfilé chaque nuit leur gilet de sauvetage avant de se coucher. Ils pensaient que telle était la procédure en mer. Mais je ne saisis l'étendue de cette étrangeté des passagers que lorsque nous arrivâmes à Hong Kong. Nous débarquâmes avec 2 jours d'avance sur la date prévue, et ce malgré les tempêtes essuyées en mer. En accostant, un passager décida de poursuivre la compagnie pour nous avoir fait arriver en avance. Il soutenait que le prix de son billet avait été calculé en fonction de la durée du voyage et que si le bateau l'emmenait à destination plus tôt que prévu, alors il était normal que la compagnie paie son séjour à l'hôtel jusqu'à la date annoncée. Pendant la traversée, le capitaine proposa à un pasteur présent à bord de conduire la messe à sa place. Il s'exécuta volontiers, mais, arrivé à Hong Kong, il remit au capitaine une facture de 2 livres. Il déclara qu'il était alors en vacances et qu'il ne comptait pas travailler pendant ses jours de repos, à moins d'être rémunéré. La compagnie paya, mais obligea ses officiers à demander le tarif des hommes d'église avant de leur proposer de conduire tout office religieux. Le soir du 22 décembre, la dernière nuit avant Hong Kong, quelques-uns d'entre nous se réunirent sur le pont, sous une faible lumière. Les hommes chantaient, racontaient des histoires. Nous n'étions que 2 femmes à écouter cette aimable compagnie. Nous voulions tous assister au lever du soleil, et pourtant ce désir était teinté de mélancolie. Dans quelques heures, nous atteindrions Hong Kong. En débarquant, un nouveau monde s'offrirait à nous, en même temps qu'il nous séparerait de nos chers amis.